Bonjour à toutes et à tous. Merci à Quarks de me permettre de traiter devant vous un sujet qui me passionne et qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Je suis médecin hygiéniste. Médecin hygiéniste, c'est un métier, on n'est pas très nombreux en France. On doit être nettement moins de 1000, nettement. Ne serait-ce que dans le département où je travaille, dans le Var, on n'est que 3. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on n'est pas très nombreux. Et c'est un métier qui a une longue histoire, et une longue histoire de relations entre les soignants, le soin direct, et puis toutes les fonctions qui entourent le soin. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de réunion, comme on a comme aujourd'hui, c'est de rencontrer des univers distincts, de faire des découvertes de personnes et d'univers et de types de travaux. Alors personnellement, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un sujet avec un regard plus médical, donc vous allez rentrer dans le monde de l'hôpital, si on peut dire. Quand je dis hôpital, c'est au sens large, c'est les établissements de soins. Ça va jusqu'aux établissements médico-sociaux qui accueillent nos personnes âgées, au travers donc de cette problématique qui est l'exposition aux produits utilisés pour l'entretien des locaux, et en premier d'entre eux, qui sont les biocides. Alors, un premier cours d'abord de médecine que je vais essayer de faire assez court, pour vous expliquer quels sont les impacts et quels sont les lieux d'exposition à ce risque biocide. D'abord, l'air intérieur des établissements. L'air intérieur, c'est une problématique très générale qui n'est pas que professionnelle, bien sûr. Mais dans les établissements de soins, la caractéristique générale de cet air intérieur, c'est qu'on vit dans un hébergement collectif qui est confiné, avec un empoussièrement qui n'est pas négligeable, ne serait-ce que lié aux personnes, à la présence humaine. C'est la première source de la poussière, c'est la présence humaine. Ce sont notre peau, nos cheveux, nos poils, qui constituent 90% de la poussière que vous ramassez tous les jours. Donc tu es poussière, tu redeviendras poussière et tu passes ta vie à te balayer. C'est une vieille règle qu'on connaît bien chez nous. Voilà. Ensuite, il y a très peu de matériaux naturels dans nos établissements de soins, parce que pour être hygiénique, il faut qu'ils soient nettoyables. Et pour être nettoyable, il faut qu'ils soient bien lisses. Et donc on a fait depuis longtemps le choix de privilégier les matériaux plastifiés, plastique, bois plastifié, mais en tout cas pas de bois naturel et pas de substances naturelles, pas de matériaux naturels. Donc ils relarguent un certain nombre de produits que vous connaissez bien pour les stratifier et coller. Ensuite, on a des zones qu'on appelle à air maîtrisé ou air contrôlé, qui sont des zones spécifiques aux hôpitaux, mais il n'y a pas que dans les hôpitaux que ça existe. Les laboratoires de fabrication pharmaceutique en ont également, qui sont fermés, concept fermé avec air recyclé, et donc exposition particulière. Et puis on chauffe plus que dans votre habitat, parce que il n'y a pas de consigne légale, mais l'habitude est entre 22 et 24 degrés pour les hôpitaux, pour permettre aux patients de circuler sans être habillés au sein des unités. Donc on a plus bien sûr de dégagement. Et puis on a de nombreuses activités techniques dont je parlerai un peu plus tard. L'entretien des locaux, lui, est plus fréquent qu'à la maison, en général, parce qu'on ne fait pas son ménage tous les jours à la maison, c'est assez rare. Or, on s'impose de le faire tous les jours, au moins, dans les établissements de santé, et parfois beaucoup plus dans les blocs opératoires, dans les zones à air maîtrisées, où c'est après chaque opération, après chaque intervention. Et qu'on utilise encore trop de biocides lors de ces entretiens. Et puis on a d'autres expositions, des expositions aux médicaments, des expositions aux phtalates, des dispositifs médicaux. Et puis on a une population vulnérable, plus âgée, plus fragile, qui est soumise à des risques particuliers, des risques biologiques particuliers. Puis par contre, on n'a ni végétaux ni animaux qui pourraient introduire des risques particuliers. Alors sur les zones à risque de pollution aérienne en atmosphère contrôlée, les blocs opératoires, et vous voyez les motifs ensuite d'exposition sont signalés pour chacune de ces zones. Et vous voyez que pour chacune, on retrouve en point commun l'utilisation de désinfectants, que ce soit pour l'entretien des locaux ou pour les dispositifs médicaux qui sont utilisés au sein de ces zones. Vous voyez que ce soit le bloc opératoire, la stérilisation, l'endoscopie ou les salles blanches pharmaceutiques. Dans toutes ces salles, on utilise de nombreux produits, dont des désinfectants. Ces locaux à atmosphère contrôlée, on les maîtrise. On les maîtrise d'abord par le renouvellement, le taux d'air neuf, qui est je ne vais pas vous faire un cours dessus, vous le connaissez comme moi, le port éventuel d'équipements de protection individuelle pour la manipulation de certains produits. Et puis on contrôle bien sûr les performances du système de traitement d'air régulièrement, et on essaye de maîtriser à la conception le système de traitement d'air pour que sa maintenance soit réalisable et qu'elle soit entretenue régulièrement. Maintenant, sur les autres zones qui ne sont pas des zones à air maîtrisées, on a les laboratoires d'analyse
qui sont également des grands producteurs, des grands utilisateurs de nombreux produits. Alors, en biologie, on n'en a pas. Alors, en anatomopathologie, c'est particulier parce que c'est un des derniers endroits où on utilise de façon régulière et non substituable jusqu'à présent des CMR comme les aldéhydes, qui sont les moyens de conservation des pièces anatomiques, dans le formaldéhyde en particulier, et qui nous posent donc des problèmes particuliers liés à ça. Malgré le contrôle qu'on peut mettre en regard de ce risque-là. Il faut vous dire que là encore, comme partout, les utilisateurs, vous verrez, ne sont pas conscients des risques qu'ils prennent lorsqu'ils manipulent ces produits. Et donc, ce n'est pas parce qu'on met à disposition des hôtes, des gants ou des masques qui sont utilisés, vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, on a des locaux techniques, comme dans toutes les structures organisées. On a des locaux, des ateliers, des garages qui ont des spécificités. Et puis des locaux administratifs qui sont beaucoup moins exposants, sauf si ce n'est par l'usage. L'informatique n'a pas supprimé la photocopie, quoi. Et la photocopieuse, c'est l'endroit, vous savez, l'endroit de la photocopieuse, on la met toujours dans l'endroit le moins ventilé, tout noir, sans ouverture, c'est toujours comme ça, partout, dans toutes les organisations, alors que c'est bien une pièce, enfin c'est bien une fonction qu'il faudrait maîtriser un peu en termes de pollution aérienne. Alors j'en arrive maintenant plus spécifiquement au nettoyage des locaux, dans la fonction risque d'exposition professionnelle, dans la fonction de nettoyage des locaux, dont les principaux responsables des causes des accidents ou des incidents ou des maladies professionnelles sont les biocides. Les 3 types de maladies, je vais un tout petit peu détailler, mais assez vite pour ne pas vous ennuyer avec la médecine, c'est d'abord les maladies respiratoires, dont l'asthme professionnel, qui est une spécificité vraiment de la fonction d'entretien des locaux hospitaliers. C'est la première cause d'asthme professionnel. Et puis les dermites de contact, qui sont principalement dus au fait que les agents ne respectent pas le port d'équipements de protection, donc ils se mettent en contact avec le produit. Et puis d'autres lésions moins faciles à bien identifier, les conjonctivites, les rhinites et les inflammations des muqueuses en général, exposées par voie respiratoire. Alors l'allergie respiratoire, en un mot, dont je vous l'ai dit, c'est la première place des asthmes professionnels, c'est l'entretien des locaux sanitaires, parce qu'on utilise des biocides. Les chiffres sont là, le taux d'exposition est important, les fréquences sont connues, sont des faits parfaitement connus. Le facteur de risque de faire un asthme quand on pratique la désinfection des instruments médicaux est 2 fois plus élevé chez ces personnels que ceux qui ne le font pas, qui ne pratiquent pas cette désinfection. C'est les risques ratios. Le nettoyage des locaux est également 2 fois plus important de faire 2 fois plus de chances ou de malchance de faire de l'asthme que si on ne fait pas le nettoyage des locaux. Et puis il y a une pathologie bien identifiée par les médecins du travail qui s'appelle le syndrome de Brooks, qui est tout simplement l'intoxication aiguë par un produit chimique utilisé ou mal utilisé, ou utilisé avec erreur, ou mélangé, ou utilisé dans des locaux non ventilés, et qui provoque donc un syndrome d'étouffement, tout simplement, donc un asthme aigu qui peut conduire les personnes jusqu'à l'hôpital. Ils y sont déjà, vous allez me dire, d'accord, mais jusqu'à un service de réanimation pour pouvoir, pendant quelques heures ou quelques jours, rétablir la fonction respiratoire en espérant que le poumon n'a pas subi de dégâts définitifs. Voilà. Alors là, c'est les causes principales que vous avez là qui peuvent provoquer ce syndrome de Brooks, c'est un nom bien savant, voilà, dont l'emploi de dégraissants en spray sur des surfaces chaudes, beaucoup dans les cuisines, faire dégraisser les pianos avec des sprays de soude, mais au moment où ils sont bien chauds. Bon. Alors ce risque chimique, j'ai fini le cours de médecine, il n'est pas perçu dans le monde hospitalier, très peu, ou très mal, très insuffisamment, soit que les personnels n'y soient pas formés, c'est tout à fait possible, on peut le comprendre, soit qu'ils aient devant eux, ils aient dans leur inconscient des risques qui leur semblent plus importants, comme le risque biologique, le risque d'attraper une maladie, d'attraper le microbe du patient, ou le virus, ou la maladie qu'il a. Et c'est ce qui domine en général dans leur inquiétude, alors que c'est exceptionnel, la transmission... l'acquisition de maladies infectieuses est exceptionnelle au sein des hôpitaux, en particulier chez les professionnels. Par contre, le risque chimique est bien réel. Donc en plus, on n'évalue pas les risques d'exposition. Je ne connais pas un hôpital, moi, qui fait régulièrement des mesures d'exposition aux produits chimiques qu'il utilise. On n'a pas la démarche qu'on a vue à présent, qui était passionnante, de prévention du risque, d'analyse, de prévention, de pratique. C'était encore très bas comme niveau dans les hôpitaux. On a juste le remplissage du fameux document unique à qui on donne affaire au dernier qui est arrivé, un CDD de 3 mois, et qui vous fait un document unique en 3 mois. Quoi. On sait bien à quoi ça... Enfin, c'est juste pour répondre à une obligation et sortir un papier. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas dans la prévention. Donc on est encore dans un domaine d'inconscience chimique.
aujourd'hui. Et donc, si on veut améliorer la qualité de l'air, je finirai sur ce sujet-là, eh bien, il faut déjà ventiler. Et ça, c'est une règle d'hygiène. Si on aime bien les règles simples, l'air se lave avec de l'air. C'est avec de l'air propre que l'on nettoie de l'air sale. Ce n'est pas en y pulvérisant des produits supplémentaires. L'exposition, cette fois cutanée, est responsable de ce type de lésion. Alors, il y a deux paramètres à prendre en compte. Mais d'abord, quels sont les personnels qui sont les plus touchés? Vous voyez, ce sont les infirmières, les aides-soignantes et les agents de services hospitaliers qui sont les plus atteints, probablement parce que les infirmières utilisent des produits pour se désinfecter les mains. Alors on va accuser bien sûr les produits hydroalcooliques, c'est pas eux, c'est surtout les autres produits, les produits de savon mélangés avec des antiseptiques qui sont la cause de ces lésions cutanées. Et comme vous voyez, je disais, il y a plusieurs mécanismes dans ces lésions cutanées, mais il y en a deux qui sont de type bien différent. Il y a les lésions de cause irritative. Tout le monde, si on met sa main dans un four, a une brûlure. C'est pas spécifique aux personnes. Il n'y a pas de facteur personnel, individuel, de risque d'être brûlé quand on met sa main dans un four. C'est ce qu'on appelle les causes irritatives. C'est l'irritation régulière de la peau qui provoque des lésions. Et puis les causes allergiques, là c'est différent. Il faut avoir un terrain atopique, un terrain prédisposé pour faire une allergie. Donc les causes allergiques ne sont pas dominantes. Ce qui domine, c'est les causes irritatives, voire l'association des deux dans l'explication de ces maladies. Bon, les risques sont cumulés en plus des risques cutanés et respiratoires. Je ne vais pas vous détailler cette diapo qui fait l'état complet des possibilités, des origines, en particulier de produits qui induisent des risques cutanés ou respiratoires. Vous avez tout cela, les acides, les inhibiteurs de corrosion, les détergents, les désinfectants, les conservateurs, les parfums. C'est la liste que tout le monde connaît. Et puis pour finir, j'essaie de finir assez vite sur la partie médicale, les facteurs d'altération de la barrière cutanée, les facteurs qui abîment la main, on trouve parmi les causes, évidemment, l'exposition aux détergents désinfectants, en plus du fait que le lavage des mains est beaucoup plus fréquent, bien sûr, qu'à l'hôpital, qu'on travaille en milieu humide, qu'on porte des gants qui, sur des mains qui ne sont pas sèches, prolongent le temps de contact des produits, voilà, et qu'il y a des piqûres accidentelles. Les substances en cause ou les matières en cause dans ces lésions dermatologiques ne sont pas seulement les produits, mais c'est aussi les gants, les désinfectants, les plastiques, certains plastiques, comme les polyuréthanes. Et dans les détergents, les conservateurs qui peuvent être associés aux détergents, et le principal, c'est les isothiazolinones, dont il faut se méfier particulièrement, et dont on aimerait bien qu'un jour ils soient interdits, mais ce n'est pas encore le cas, parce que franchement, il y a d'autres produits, c'est très substituable en termes pour les fabricants. L'alcool et les solutions hydroalcooliques ne provoquent pas les lésions que je vous ai montrées. Donc rassurez tout le monde, vous pouvez utiliser efficacement une désinfection cutanée parce que d'abord, l'alcool reste très peu de temps en contact avec la peau vu qu'il s'évapore et qu'on fait un mélange eau-alcool qui est juste le mélange qu'il faut pour que l'évaporation se fasse dans un délai raisonnable et que l'action de l'alcool soit également efficace parce que si on mettrait de l'alcool pur, il n'y aurait pas assez de temps d'exposition pour tuer les microbes. Donc ça a été mesuré, étudié, travaillé. Le sujet n'est pas de se passer des solutions d'alcool qu'on en a absolument besoin là pour la sécurité des patients que l'on soigne. Par ailleurs, ces produits exposent non seulement les agents qui y sont soumis, mais aussi la population générale, ne serait-ce que par le biais ensuite, on va le voir, de l'évacuation de ces produits, parce que je pense qu'il faut intégrer dans notre démarche non seulement l'exposition professionnelle, mais aussi ce qui suit lorsque le produit va être éliminé et va s'échapper dans les égouts jusqu'au milieu naturel. Et on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens contenus dans certains de ces produits qu'on essaie aussi de maîtriser. Et j'en arrive au deuxième sujet dont je voulais vous parler, qui est le sujet environnemental au-delà de la santé directe des personnes qui sont en contact avec les produits. Si on y arrive par le biais, bien sûr, d'abord des rejets, les rejets liquides, et de la préoccupation du sujet de l'environnement en période récente, on va dire, qui provient de cette image. La plupart d'entre nous, presque, oui, ont pu vivre ces images en direct. En 1968, c'était Apollo 8 qui tournait autour de la Lune et qui nous a ramené cette image de la Terre vue depuis la Lune, l'orbite lunaire, et qui démontre plusieurs choses, qui a levé une conscience de dire, finalement, on est dans un petit monde aux ressources limitées, au milieu d'un vide intégral, et ces ressources ne sont pas indéfiniment utilisables.
il y a bien un moment où on va finir par ne plus avoir, ne plus pouvoir capter de pétrole parce qu'il a été fabriqué il y a 60, 80, 100 millions d'années et que le stock est épuisable. De même que tous les autres matériaux, les métaux, tout ça est épuisable. Et c'est un concept qui est récent, qui date de cette époque-là. Auparavant, on pensait qu'il y aurait toujours des poissons dans la mer, que l'océan était suffisamment vaste pour y absorber tout ce qu'on pouvait y verser dedans. Ça ne posait aucun problème à personne. On ne se posait pas la question des limites de ces actions, de limites de l'action humaine sur son environnement. Et c'est vraiment cette image qu'il a montrée, ça c'est la première leçon, comme quoi les explorateurs ne servent pas à aller découvrir les pays extérieurs, mais ils nous montrent nous-mêmes vus de plus loin, hein, c'est une prise de recul. Et la deuxième, que moi je retiens aussi, et c'est aussi pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est que ce sont les industriels qui ont été les premiers à prendre en compte cette image et à comprendre l'impact. Et en l'occurrence, c'est les industriels européens des plus grandes industries automobiles et autres qui, sous la conduite du patron de Fiat, ont créé le premier groupe de recherche qui s'appelait le Club de Rome, pour ceux qui se rappellent de 68. Ça a été un club donc, de grands industriels qui s'est réuni en disant on nous demande de faire une croissance à 2 chiffres, 14, 15, 20, 20%, ce qui était leur demande de la part de leur conseil d'administration ou leur conseil de gestion. Et on sait bien qu'il ne peut pas y avoir de croissance indéfinie, la preuve. Voilà, donc est parti de ce mouvement de Club de Rome les premiers travaux du MIT, donc sur commande du Club de Rome, sur la limite de la croissance. Et voilà, ça part de cette image et ça part d'une volonté industrielle et non pas finalement politique. Et c'est toujours les industriels, d'après ce que j'ai encore entendu aujourd'hui, qui sont en pointe dans le domaine de la prévention des risques et des accidents. Et je les remercie d'ailleurs à cette occasion parce qu'ils nous montrent le chemin. Il faut bien l'entendre. Alors, les établissements de santé ont une empreinte environnementale qui est caractérisée par plusieurs axes possibles. Tous les axes qui sont ceux des établissements de santé, d'abord les déplacements, on est des grands déplacements de personnes, outre les milliers de travailleurs, vous avez les ambulances, les livraisons, vraiment la partie, enfin, le nombre de kilomètres qu'on génère par journée de travail est monumental. Les énergies, les consommations de ressources en eau, vous n'imaginez pas, mais à la maison, on consomme entre 50 et 100 litres d'eau par foyer et par jour. Dans un hôpital, c'est par lit, on en consomme entre 450 et 1200 litres, beaucoup plus, pour des raisons techniques, parce qu'il y a des tas d'installations techniques, parce qu'une dialyse, c'est 500 litres, parce qu'un cycle de stérilisation, c'est 300 litres, ainsi de suite. On est énormément consommateurs. On produit des déchets en quantité non négligeable à cause du recours à l'usage unique, qui s'est énormément développé dans les années 80, 90 et surtout 2000 à partir du moment où on a eu peur de la vache folle, et qui a dépassé d'ailleurs l'objectif, c'était l'usage unique d'origine. Et puis les égouts et la gestion d'espaces verts et les nuisances, comme le bruit et les nuisances nocturnes, dans un milieu qu'on connaît mal, qui est le milieu de vie la nuit, y compris les oiseaux migrateurs. Je vous passe tous les détails. L'hygiène, pour sa part, peut revendiquer comme impact ces impacts qui sont là, le produit et les traitements donc, de surface qui vont dans l'effluent. Donc, notre premier impact, il est dans l'effluent. L'usage unique également, sur lequel on a été moteur pendant plusieurs années, avec la notion de stérilisation ou pas de l'usage unique. Voilà, les ressources en eau. Et puis, comme on est dans le développement durable et dans le nettoyage, il y a un secteur qui est vraiment important, qu'il ne faut jamais oublier, qui est que les agents qui pratiquent ce métier sont en général des agents d'un niveau de formation, de qualification faible au moment où on les prend en charge, et qu'il faut les amener à un niveau de qualification et de métier, soit dans ce domaine de nettoyage, soit dans d'autres domaines, et que donc l'accompagnement socio-professionnel est un élément très important à prendre en compte dans notre démarche sociale et environnementale. Alors le cycle de l'eau nous dit pourquoi on est capable aujourd'hui de doser dans votre eau potable, dans l'eau qu'on vous distribue, y compris en bouteille, un certain nombre de molécules qui ont été introduites au fil des années, comme par exemple des détergents, mais aussi des médicaments. On sait combien vous buvez tous les jours de molécules de paracétamol, par exemple. Voilà. C'est un taux mesuré, il est connu. Pour l'instant et à ce jour, ce taux est tellement faible qu'il n'a pas d'impact mesurable sur la santé. Il est réellement négligeable. Sauf peut-être à certains endroits ou certains sites où il y a eu des concentrations, un fait historique de polluants, et où le cycle de l'eau n'arrive pas à diluer suffisamment pour que ce soit sans impact. Mais globalement et en moyenne, on peut considérer que les médicaments ou les produits à cette échelle-là dans l'eau potable ne sont pas encore problématiques. Par contre, on verra que dans la nourriture solide qui vient des animaux,
On a par contre là des traces plus importantes parce que l'agroalimentaire utilise énormément de désinfectants et que ces désinfectants ne sont pas rincés en général, parce que c'est écrit sur le dispositif que ce n'est pas la peine de les rincer, et de ce fait, ils rentrent en contact avec la nourriture et on les mange en plus ou moins grande quantité. Ça, c'est une problématique qui est rentrée déjà dans la tête des autorités, mais comme ils n'ont pas idée de changer de méthode, pour l'instant, ils essayent ou de ne pas en parler, ou bon, bref, de cacher les chiffres qu'ils ont déjà aujourd'hui de quantité de produits désinfectants, de biocides qu'il y a dans notre alimentation. Pour revenir aux égouts, la démonstration est faite que la quantité de produits qui est mise dans un égout hospitalier provient de l'utilisation des désinfectants. C'est vraiment au moins la moitié des différents produits que l'on met dans nos égouts. Donc c'est la quantité principale. Et l'autre démonstration que nous avons fait, nous, en hygiène, c'est que 75% des établissements utilisent encore aujourd'hui de la désinfection, des produits de désinfection, des produits chimiques de désinfection pour le nettoyage des sols. Et vous allez voir qu'il n'y a aucun intérêt à désinfecter un sol, ça n'apporte rien en termes de sécurité. Par contre, ça apporte beaucoup de polluants parce que en quantité, c'est la plus importante utilisation des désinfectants. Voilà, alors, si on compare les caractéristiques générales des effluents hospitaliers par rapport aux effluents urbains, je vous ai déjà dit que la volumétrie était plus importante à l'hôpital, beaucoup plus importante, mais de façon un peu non évidente, le nombre de bactéries qui est présent dans un égout hospitalier est beaucoup, beaucoup plus faible, 1000 à 10 000 fois moins que dans un égout urbain. Alors, c'est bien, c'est étonnant, pourtant il y a des microbes à l'hôpital, il doit y en avoir plus dans les égouts. Eh bien, pourquoi il y a moins de microbes? Parce qu'il y a beaucoup plus de désinfectants, et que les désinfectants, ça va tuer les microbes. Donc en fait, l'égout qui sort d'un hôpital, c'est un égout pauvre en microbes, parce que les microbes qui sont dedans, du moins qui auraient pu être dedans, ont été tués par les produits désinfectants et antibiotiques que prennent les malades. Alors vous allez me dire, tant mieux, finalement, le risque est diminué, le risque éventuellement infectieux lié à ces égouts est diminué, mais pas du tout, parce que les égouts, ça fonctionne avec des bactéries. En tout cas, en France, le système, et en Europe et la plupart des pays du monde, utilisent le traitement de l'épuration de leurs égouts par méthode biologique, donc par des bactéries. Et si on les empêche de fonctionner, il n'y a pas d'épuration. On ne fait pas d'épuration chimique, où c'est tout à fait exceptionnel, ou d'épuration physique, on fait de l'épuration biologique. Et donc il faut qu'il y ait des bactéries, il faut qu'il y en ait suffisamment, beaucoup, qui soient bien vivaces pour pouvoir épurer nos égouts. Voilà. Et donc le deuxième impact du fait de ces égouts chargés en désinfectants, c'est l'écotoxicité sur le milieu. Les désinfectants vont continuer leur course, parce qu'ils vont pas... aucune bactérie ne peut épurer un désinfectant, puisque quand le désinfectant se présente devant la bactérie en meurt. C'est un poison pour elle. Ça, Et puis la deuxième leçon, c'est que les bactéries qui arrivent à traverser ces égouts ont des capacités de résistance à ces désinfectants, et par ce biais-là, de résistance aux antibiotiques. Je ne vais pas détailler cette plaque, mais elle est très intéressante sur quelques exemples, simplement. Elle s'est intéressée à la capacité d'épuration de certains produits, médicaments et autres détergents ou désinfectants, ou parfums, capacité d'épuration par le système d'assainissement, en général, pas seulement des égouts hospitaliers, en général. Et donc ce qui est le long de cette barre-là, lorsque une substance, il y en a une trentaine, là, atteint la barre ici, ça veut dire qu'on la retrouve à 100% à l'aval de la station d'épuration. Elle n'a pas du tout été dégradée ou épurée par le système d'épuration d'assainissement. Donc vous avez des substances qui sont là. Par exemple, ça c'est un médicament qui est bien connu. On savait, les substances qui ont été choisies là ont été choisies volontairement, soit parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes d'accumulation, là on est dans le problème de bioaccumulation, soit parce qu'on pouvait se poser des questions et c'était important, c'était un enjeu. L'enjeu par exemple c'était la pilule. Vous voyez que la pilule est bien dégradée, relativement bien dégradée par son passage à travers le système d'assainissement. Donc les produits de dégradation de la pilule qui sont urinés tous les jours, ne soyez pas inquiètes, on n'abîme pas l'environnement et en principe, on n'est pas polluant par l'utilisation quotidienne de la pilule qui est bien dégradée. Par contre, vous avez des substances qui ne sont pas dégradées. Alors, la fraction jaune, c'est la fraction qu'on retrouve de ce produit dans les boues de stations d'épuration, donc qui vont en déchets solides, le plus souvent mis en décharge, parce qu'on n'a pas d'autre usage des boues de station pour l'instant. Et puis, la fraction bleue, c'est la fraction qu'on retrouve dans le liquide qui sort de la station, dans les eaux résiduelles, eaux résiduaires qui vont ensuite au milieu naturel, le lac, rivière ou la mer. Et vous voyez qu'il y a des substances qui sont très peu dégradées, bio-accumulables, on va dire,
qui sont en bonne partie des désinfectants des tensions actives. Et puis, alors, il y a celles-là qui sont multipliées dans le système d'épuration, qui sont amplifiées, c'est un peu étonnant, mais c'est le jeu de la destruction, reconstruction des matières. Vous savez, la molécule est scindée en plusieurs parties, puis les parties se regroupent, et une partie de ce qui est nécessaire pour refaire la molécule vient d'une autre origine que de celle de départ. Et donc c'est un peu comme un jeu de Lego où les pièces sont prises dans différentes boîtes de Lego pour refaire de la quantité plus grande. Ça peut aller jusqu'à 317%. Vous voyez, vous mettez 100 grammes ou 1 kilo, si vous voulez, de cette substance-là qui est un tensioactif, vous en récupérez 3 kilos à la sortie de la station d'épuration. C'est quand même pas mal. Dès que ces substances sont identifiées, elles sont interdites, bien sûr. Le règlement européen sur les détergents, la mise sur le marché, interdit très très vite l'usage. Mais il faut les identifier, les repérer, déjà, ce qui est un premier problème. Et puis, il faudrait empêcher aussi l'entrée parasite d'un certain nombre de substances qui arrivent sur le marché européen sans en avoir subi tous les contrôles nécessaires. Ils viennent de pays où c'est moins cher à fabriquer. Il y a encore des marchés non officiels qui peuvent distribuer ce type de molécules pour lesquelles on va être embêté parce que quand ça revient dans le cycle, ça se multiplie encore 3 fois. Vous imaginez l'avenir. Voilà, je finis sur cette... Alors l'enjeu, c'est qu'on a beaucoup parlé des médicaments et des antibiotiques pour cette non-dégradation biologique pour les antibiotiques, qui est une des causes d'antibiorésistance. Mais arrêtez les antibiotiques, on en produit 1500 tonnes par an dans le monde, alors que les détergents et les désinfectants, ça se mesure en millions de tonnes. Il faut bien voir la différence, quoi. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler la réglementation européenne sur la biodégradabilité. Là, je vous parle des détergents, parce que les désinfectants ne se posent pas la question d'être biodégradables, ça ne peut pas l'être, globalement. Mais par contre, pour les détergents, un détergent peut être mis sur le marché s'il est biodégradable à 60% en moins de 6 mois et en conditions aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. C'est-à-dire en gros dans une station d'épuration qui est brassée pour que les bactéries travaillent bien en présence d'oxygène. Ça veut dire qu'on autorise que 40% du produit finalement soit libéré dans le milieu naturel et aille s'accumuler dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire le fond des rivières et des lacs. C'est finalement pas c'est pas très exigeant, j'allais dire, comme réglementation aujourd'hui. Voilà. C'est un pas de désinfectant. Je reviens aux désinfectants. Excusez-moi, je balance beaucoup entre détergents et désinfectants, mais vous allez comprendre qu'on les utilise ensemble dans les hôpitaux. Il faut bien qu'on ait la double problématique de ce que deviennent ces deux types de produits et leur impact. Cette fois, c'est les désinfectants. On sait qu'ils sont écotoxiques, génotoxiques, pour certains d'entre eux, en particulier les dérivés de la javel. La javel, c'est dérivé. Et puis, on sait depuis moins longtemps, mais c'est une découverte très intéressante, que les désinfectants induisent, lorsqu'ils sont dilués suffisamment pour que les bactéries n'en meurent pas, induisent des résistances bactériennes aux désinfectants qui sont communes avec celles des antibiotiques. Et notre premier problème qu'on envisage pour les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, c'est qu'on n'aura plus dans 10 ans d'antibiotiques efficaces pour soigner la plupart des maladies infectieuses, parce qu'on perd progressivement la capacité des antibiotiques à tuer les bactéries. Ça s'appelle l'antibiorésistance, et c'est déjà un problème réel aujourd'hui. On a encore quelques marges, 2 ou 3 produits qui agissent parce qu'ils ont été peu utilisés, mais avec cette augmentation des résistances qui est due à l'usage des produits antibiotiques, mais aussi à l'usage des désinfectants, on sait que la courbe est faite. Avant 10 ans, on n'aura plus d'efficacité. Donc on mourra des vieilles maladies dont on mourait avant Pasteur ou avant plutôt Fleming, qui étaient l'angine, l'infection urinaire, la pneumopathie, ce qu'on appelle la pleurésie ou la pneumonie, vous voyez, qui étaient des maladies qu'on contrôlait bien aujourd'hui, ou simplement l'infection après une blessure. Ben voilà. Dans 10 ou 15 ans, on va se retrouver dans la même situation. On perdra des gens de ces maladies-là. C'est dommage d'être obligé de le dire, mais c'est réel. On en a des preuves tous les jours de ça. Voilà, ça c'est la courbe d'effet, on va dire, sur l'environnement des produits désinfectants, au fur et à mesure, donc des biocides utilisés à l'hôpital, au fur et à mesure qu'ils se diluent dans les différentes étapes. Dans l'établissement, on recherche un effet biocide, on l'a parce que la concentration à laquelle on utilise les produits et la volumétrie qu'on utilise est parfaitement efficace et vous ne trouvez pas de bactéries résistantes à ces taux de concentration. Donc dans l'établissement, on est efficace, on tue les bactéries qu'on souhaite tuer, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, on a les effets toxiques sur les habitants de l'hôpital, professionnels ou malades. Lorsqu'on passe dans l'effluent, par contre, on tombe d'un bon niveau de concentration et c'est l'effet, cette fois toxique au point de vue de la microfaune et de la microflore qu'il peut y avoir dans toute la chaîne de traitement et juste en aval,
qui joue. Donc c'est l'écotoxicité. Là aussi, on a des critères, on les mesure, on sait mesurer l'écotoxicité. Et puis, cette fois, on est très dilué dans l'environnement, les produits ne sont pas dégradés. Et c'est cette fois, le seuil écotoxique est franchi, c'est le seuil des résistances qui apparaît, puisque les bactéries sont soumises à des doses qui ne les tuent plus. Voilà les mesures. Il y a eu un gros travail très intéressant qui a été fait sur un hôpital témoin, qui est un nouvel hôpital qu'on construisait à la frontière suisse, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et les Suisses étaient très inquiets de ce que les égouts de cet hôpital allaient atterrir dans une rivière qui allait traverser la Suisse. Donc ils ont demandé des comptes au concepteur de l'hôpital en disant mais on ne veut pas que vous nous envoyiez vos égouts, épurez vos égouts, faites en sorte qu'on ne soit pas exposé. Et c'était l'occasion de se poser la question, enfin de mesurer des paramètres bien objectifs autour d'une question qu'on se posait depuis. Moi, je me suis posé en 1997 déjà, en faisant des études à l'époque. Est-ce qu'il faut mettre une station d'épuration à la sortie de chaque hôpital, finalement, pour résoudre le problème de l'impact sur les égouts? Eh bien, là, la question a été bien répondue clairement. Non, ce n'est pas la chose intelligente à faire, parce que si on installe 4000 stations d'épuration, il faudra des connaissances techniques et une maîtrise de toutes ces petites stations qu'on ne sait pas faire. On avait le même problème avec les incinérateurs. Dans les années 80, on incinérait tout ce qui devait sortir d'un hôpital devait être détruit. En fait, il ne sortait rien, tout était incinéré dans les hôpitaux, sauf qu'on avait des milliers d'incinérateurs qui n'étaient pas maîtrisés. Vous imaginez l'impact que ça pouvait avoir. Donc on a préféré concentrer sur des installations professionnelles gérées par des entreprises qui savaient le faire. Donc là, on s'en remet à la compétence industrielle. Et de ce fait-là, on est arrivé à maîtriser beaucoup mieux l'impact. C'est le même problème avec les égouts. Ça, ce sont les paramètres qu'on mesure d'écotoxicité, les 4 facteurs principaux sur les microflores et microfaunes de l'eau. Vous voyez, d'un égout hospitalier comparatif à un égout de ville. Donc effectivement, un égout hospitalier, c'est particulièrement désinfectant, j'allais dire, voilà, en soi, pour utiliser un mot simple. Mais il ne faut pas pour autant chercher à traiter le problème à la sortie de l'hôpital. Il faut le faire dans des grandes stations d'épuration urbaines. Et c'est comme ça que ça a été géré et le travail a été démontré. Ça, c'est la démonstration par les travaux scientifiques qu'effectivement, il y a un lien entre l'utilisation des désinfectants et la résistance aux antibiotiques des bactéries. C'est un lien qui est formel aujourd'hui, qui, depuis 2009, qui est la date de cette publication, n'a été que de nouveau renouvelé, prouvé, redémontré par les travaux scientifiques depuis. Donc, moins on utilisera de biocides, et plus on protégera l'efficacité des antibiotiques. On en a absolument besoin, parce qu'on n'a pas de nouveaux antibiotiques, de nouvelles classes antibiotiques depuis 1974. Voilà. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont nés avec les mêmes antibiotiques que leurs parents, et depuis, on n'a pas de nouvelles classes. On ne sait pas les chercher, ou bien on a épuisé toutes les voies de recours, ou bien c'est pas assez rentable pour faire des études très, très longues. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors cette résistance, elle peut passer à la fois directement par les gènes eux-mêmes, à l'échelle des plasmides, à l'échelle des bactéries. Je ne crois pas que je vais vous faire un cours de biologie, mais c'est pour vous démontrer qu'on connaît bien ces mécanismes, et que ces gènes de résistance, donc portés par des bactéries résistantes, sont tracés dans les effluents. Ils ont été bien étudiés par ce travail de thèse qui montre que dans les effluents d'origine urbaine et d'origine des hôpitaux, des abattoirs ou des établissements pour personnes âgées, on a une concentration de bactéries résistantes dans l'effluent qui est importante et qui est à peu près équivalente. Chacune des barres est une mesure, est à peu près équivalente et bien sûr beaucoup plus élevée que dans les milieux naturels, que sont les rivières et les lacs. Donc tous les milieux anthropisés, tous les milieux anthropiques, tous les milieux où l'homme est présent contiennent des bactéries multirésistantes en quantité importante. Et c'est des travaux actuels. Ce n'est pas seulement les milieux qui sortent de l'hôpital, si vous voulez. Par contre, si on s'intéresse en concentration pour 100 bactéries présentes, combien il y en a qui sont résistantes dans un égout, alors c'est les hôpitaux qui sont les plus forts, puisqu'on a des égouts qui sont du sirop de bactéries résistantes. Voilà, pour tout vous dire. Ces résistances bactériennes qui partent dans l'environnement portées par des bactéries, ces gènes de résistance, sont distribués ensuite dans les différents milieux de l'environnement par le biais de la microfaune, de la microflore, qui va le mettre dans les cultures, dans les milieux aquatiques, voilà. Et donc on les récupère, cette fois, par le biais des animaux et de l'alimentation. Mais des animaux d'alimentation, des animaux de rente, mais aussi des animaux sauvages. Alors on ne les mange pas, pour la plupart, mais les animaux sauvages deviennent aussi des vecteurs et des porteurs. Ça a été une découverte des années assez récentes, y compris les animaux proches de nous. Là, vous avez ce qu'on appelle dans notre région un gabian, c'est
une mouette, un goéland. Vous en avez sans doute aussi ici, maintenant ils ont gagné tous les espaces, les goélands, y compris les deux pôles. Là partout, et ils vivent très proches des hommes parce qu'ils vivent beaucoup de nos décharges et de tout ce qu'on leur donne à manger, involontairement. Ils vivent de ça. Et là, sur l'île du Frioul à Marseille, qui est une île de l'archipel du Frioul, qui est vraiment porte du port de Marseille, des études ont été faites sur ces gabions en recherchant s'ils étaient porteurs de bactéries mutualisantes. Alors pour faire ça, vous voyez, il va falloir faire un prélèvement rectal comme chez l'homme, sauf que là, c'est chez les oiseaux. Et ça peut être que les petits, parce que les grands, on n'arrive pas à les attraper. Pour leur faire ça, ils ne sont pas d'accord. Et comme ils volent, on ne peut pas les attraper. Donc on prend les petits, et on découvre que 70% des petits gabions qui n'ont pas quitté le nid sont déjà porteurs de bactéries mutualisantes. Ils ne sont pas encore allés sur le continent. Ce que leur ont apporté leurs parents était plein de bactéries multirésistantes. Alors on s'est étudié au milieu où l'homme n'était pas présent, ou le moins possible, pour savoir si la vie sauvage était aussi atteinte. Et là, c'est le milieu arctique, c'est les oiseaux migrateurs arctiques qui ne font que des migrations transarctiques. Et bien chez eux encore, on a trouvé il y a déjà 10 ans, en 2005, il y a 15 ans, que 8% d'entre eux étaient déjà porteurs de bactéries mutualisantes qui ne pouvaient provenir que d'origine humaine, si vous voulez, ces résistances bactériennes, qui n'étaient pas naturelles. Voilà. Donc on a déjà amplifié largement et distribué largement cette problématique, qui est un vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour savoir ce qu'on peut faire, parce que ça c'est aussi la mission de l'hygiéniste, on commence par les données théoriques et les connaissances. La désinfection. Pourquoi on utilise la désinfection? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Bien, là, je vous donne cet exemple parce qu'il date des années 60, 1966 exactement. Et c'est une étude sur des surfaces, tout simplement. La question est quel est l'intérêt de désinfecter une surface en général? Combien de temps ça dure? Alors là, vous voyez, on a simplement pratiqué, ça c'est l'abaissement bactérien, de quantité de bactéries, pratiqué en rouge complet, comme ça, simplement par un détergent. À l'époque, on n'avait pas encore de microfibres, c'était des fibres coton. Et on nettoie avec une chiffonnette en coton et un détergent, du liquide vaisselle, si vous voulez. Une surface qui est une surface utilisée en réel. On n'est pas au laboratoire, on est dans le réel. On abaisse de 80% la quantité bactérienne. Mais comme les bactéries, ça se multiplie d'environ, dans les conditions idéales, le doublement toutes les 20 minutes, on voit que les bactéries sont multipliées. En plus, le milieu n'est pas couvert ni protégé. Donc, il est de nouveau contaminé par la présence humaine. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on est un peu plus bas, mais on se stabilise. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec un désinfectant par rapport à ce détergent. Alors, la deuxième courbe en pointillé, c'est l'utilisation d'un désinfectant. Alors, on a un effet immédiat bien plus important, puisqu'en plus d'enlever les bactéries, là, on les a simplement enlevées du milieu. Là, on les a enlevées, puis on en a tué beaucoup. Donc, on a 99% de résultats positifs. Seulement, vous voyez, le taux de recontamination fait qu'au bout de 2 heures et demie à peu près, on a rejoint l'autre courbe. Donc, on a désinfecté, certes, mais pour une durée qui ne dépasse pas 2 heures ou 2 heures et demie. Donc, première observation, la désinfection, c'est une opération, comme le dit sa définition, au résultat momentané. Dites bien, quand vous désinfectez, ça ne dure pas. Donc, vous devez avoir besoin tout de suite de votre surface désinfectée. Dès lors que vous laissez passer du temps, vous avez utilisé un désinfectant, mais il y a encore 75% des établissements qui pratiquent la désinfection 1 jour sur 2. Oui. Donc pendant 2 heures, ils ont une utilisation, on va dire, au moins théorique de la désinfection. Puis pendant 46 heures, c'est comme s'ils n'avaient pas désinfecté. Et puis une autre donnée scientifique qui dit bien que la désinfection en routine ne diminue pas le taux d'infection attrapé à l'hôpital. Ça, c'est une étude grande étude. Ça a été confirmé de plusieurs fois. Par contre, et je le dirai plusieurs fois, si on est en situation d'épidémie, alors on utilisera une arme qui sera adaptée. Tous les désinfectants ne sont pas efficaces contre toutes les bactéries, tous les virus ou tous les champignons et tous les spores. Donc il faut choisir le produit en fonction de la cible. Ça, c'est vraiment très important. Autre connaissance théorique qui est très importante sur le nettoyage, c'est la théorie du nettoyage. Elle a une histoire intéressante, cette théorie. Elle est née, là encore, du monde industriel, un chimiste allemand qui s'appelait Herbert Sinner, qui travaillait chez Heinkel, un des principaux, des 3 producteurs de produits dans le monde. Il n'y en a que 3 qui vous font tous les produits cosmétiques, désinfectants, détergents, tous les produits de nettoyage, tout ce que vous mettez sur la peau. Il n'y a que 3 fabricants mondiaux. Voilà. Heinkel est un de ces 3. Et en 1959, apparaît dans une nouvelle outil pour les ménagères qui s'appelle la machine à laver le linge, rotative électrique, à tambour, ce que vous utilisez aujourd'hui. Et auparavant, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient la lessiveuse,
de grand-mères. Aujourd'hui, c'est nos grands-mères, mais à l'époque, ce n'était pas les grands-mères. Donc, il fallait faire bouillir l'eau. Vous vous rappelez, on mettait le gaz dessous, le bois, on faisait bouillir une bassine d'eau, on y mettait la lessive, on y mettait le linge et on le brassait un petit peu à la main avant de s'ébouillanter. Et c'est comme ça qu'on l'avait. Donc, on utilisait beaucoup de température, beaucoup de temps, un peu de produits chimiques et très peu de mécanique. Voilà. Et M. Siner, il a dit aux ménagères, utilisez les machines à laver maintenant, parce que dans les machines à laver, la mécanique, c'est pas vous qui la faites et on peut la faire tourner longtemps. Le brassage, il est fait par le linge qui tombe à chaque chaque tour du tambour. Lorsque le linge arrive au sommet, il tombe, et ça correspond au battage du linge que faisaient les lavandières, chaque fois qu'il tombe dans le tambour. Donc l'action mécanique est bien meilleure. La température pourrait être réduite pour avoir la même action, puisqu'on augmente l'action mécanique. Le temps sera réduit aussi. Bon, il n'a pas réduit la chimie parce qu'il en vendait. Mais il aurait pu dire, on va aussi réduire la chimie. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir la même action, on répartit différemment les 4 composantes. Et en fait, on s'est aperçu depuis qu'il n'y avait que 4 composantes, et celle-là, température, temps, produits chimiques et action mécanique. Quel que soit le nettoyage que vous voulez faire, cette idée qui est partie du linge, en fait, elle s'étend à tous les autres types de nettoyage, soit le nettoyage des surfaces, mais même le nettoyage de la voiture, le brossage de vos dents, ou le nettoyage des tubes dont on parlait tout à l'heure, des tubes d'acier. Voilà, on utilise de toute façon que ces 4 méthodes, il n'y en a pas d'autres. Et donc l'idée générale, c'est que c'est à nous de choisir la méthode, c'est à nous de choisir les composantes que l'on met dans notre système de nettoyage. Voilà. J'avance plus vite parce qu'on me dit c'est fini. Donc en matière chimique, on va faire appel, si on a toujours besoin de produits chimiques, à des produits qui ont la caractéristique de mycéliser, de former des micelles avec des concentrations beaucoup plus faibles. Et ça, ce sont les produits biosourcés, parce que la nature fait mieux que nous. Donc c'est plutôt que des produits chimiques issus du pétrole. Voilà, si on veut le faire, d'autant que ces produits biosourcés permettent de diminuer le taux d'infection dans les hôpitaux. C'est une démonstration qui a été faite parce que les bactéries qui sont présentes, je n'ai pas le temps de vous faire le détail, mais c'est efficace pour réduire le taux d'infection. C'est tout le monde ces courbes. Donc les alternatives aux produits, en dehors de produits chimiques, bien sûr, c'est les actions mécaniques ou thermiques. Et dans les actions mécaniques, on va privilégier la microfibre, qui a la capacité, de simple fait, parce que physiquement c'est une microfibre, d'être beaucoup plus agressive sur les surfaces, retenir beaucoup mieux la saleté, et surtout électrostatiquement de le retenir au sein des fibres. Vous avez là une coupe d'une fibre de coton en coupe, à la même taille, le cheveu, la microfibre, la bactérie. Vous voyez que si vous voulez rattraper des bactéries, il vaut mieux de la microfibre plutôt que du coton. Là, on en a un schéma de fonctionnement de la microfibre. Le problème étant après qu'il faut nettoyer les microfibres, c'est un autre sujet. Ça, c'est la démonstration que vous avez une désinfection, c'est-à-dire un retrait des bactéries. Bien, une désinfection n'est pas utiliser un désinfectant. Une désinfection, c'est retirer ou tuer les bactéries. On les enlève, les bactéries, mieux ou au moins aussi bien avec la microfibre qu'avec un détergent désinfectant. C'est la démonstration de ce travail scientifique. Et j'en arrive donc aux diverses méthodes substitutives à l'usage des produits, qui sont les méthodes thermiques, ça s'appelle la vapeur, les méthodes mécaniques, ça s'appelle les monobrosses, ou les autolaveuses, ou tout simplement la microfibre. Et ça, c'est un sol qui est dans mon hôpital, qui a 35 ans, et depuis à peu près 20 ans, on ne l'entretient sans aucun produit, uniquement par une méthode mécanique. Voilà, il est comme neuf, il a 35 ans. Et ce travail, cette idée, on l'a répandue autour de nous dans notre région d'abord, dans le cadre d'un accompagnement au plan national santé-environnement qui a été financé par la région, l'Agence régionale de santé, 267 établissements qui nous ont suivis dans cette démarche, voilà, et qui montrent qu'on a réduit de 45% la consommation de ces établissements en produits, de 24% les dépenses, et puis, de façon, alors là, on était très étonnés, bien sûr, on s'attendait à ce qu'il y ait moins d'allergies, oui, bien sûr, mais surtout, c'est le nombre de chutes qui a été réduit, parce que comme on mouille beaucoup moins et qu'on glisse beaucoup moins dans les hôpitaux, on ne tombait plus, voilà. Je conclus. Donc, l'utilisation raisonnée des produits permet de préserver l'efficacité des antibiotiques. Il n'y aurait que ça déjà comme avantage, il faudrait vraiment en tenir compte parce qu'on va perdre l'efficacité des antibiotiques d'ici 10 ans. Et la deuxième leçon, c'est que ne me dites pas, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On continue à désinfecter dans les hôpitaux, mais on le fait quand on en a besoin et avec les produits qui vont bien. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et voilà la preuve du réchauffement climatique pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà. Voilà.